Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 7, on jase avec Julie Amick sur le rôle d'une doula, du sommeil de la pregnant mama et on défait un mythe sommeil qui, selon moi, roule depuis trop longtemps. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Bienvenue dans le 7e épisode de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Aujourd'hui, moment, j'ai goût de dire historique, on s'en est parlé avant de se connecter. J'ai l'honneur et le privilège de me connecter avec nul autre, j'ai goût de dire, de Julie Amick, de ton vrai nom de famille, si je me trompe pas. Bonjour Julie! Allô, oui, c'est mon nom de famille, bien particulier, bien unique. Unique comme toi, comme ta personnalité flamboyante. Julie, qu'on connaît mieux sous le nom de Julie la doula. Oui. Très active sur les réseaux sociaux et je suis vraiment très honorée de m'entretenir avec toi. Donc, Julie, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation de qui es-tu? Mais avec plaisir. Bonjour à vous les mamans. Mon nom c'est Julie et je suis doula, donc doula accompagnante des femmes dans leur maternité de la préconception au postnatal. Donc ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que j'accompagne les femmes, les familles au travers de leurs différents parcours et pour permettre dans le fond de vivre la maternité la plus sereinement possible. Je suis aussi maman de 2 enfants qui sont déjà rendus beaucoup trop grands, ma foi. Léa va bientôt avoir 7 ans et mon fils vient d'avoir 4 ans. Donc, je n'ai officiellement plus de bébé. Est-ce qu'il y en aura peut-être Hem, un autre? Qui sait? L'avenir nous le dira. ah non, la machine est fermée chez nous. La machine est terminée. Mais ouais, là, je vais chercher mon envie de bercer les bébés, dans la satisfaction de voir d'autres femmes le faire. Oui, c'est ça, c'est parfait. Tu les vois naître, tu t'en occupes, mais en même temps, tu n'as pas la responsabilité à moyen long terme de tous ces petits humains-là qui viennent au monde. Donc, tant mieux si tu as trouvé ton X. Maman de 7 ans et 4 ans, effectivement, là, on n'a plus de bébé, hein, passé l'étape du 4 ans, souvent, là, quand ils vont rentrer Ouais. à la maternelle, là, effectivement, c'est un autre rôle. Pour être maman d'un adolescent, moi, j'avais l'impression que mon rôle de maman était terminé, effectivement, parce que, tu sais, moi, il se brosse les dents toute seule, puis il fait ses devoirs, puis il gère sa vie, pour finalement me rendre compte que le rôle d'une maman, c'est jamais vraiment terminé, c'est juste qu'il évolue avec le temps. Il faut se réinventer. Donc, Vraiment. c'est pas parce qu'on n'a plus de bébé qu'on n'est plus maman, c'est là que je voulais en venir. Absolument. Ah non, ça, c'est certain, les défis changent. Exactement, exactement. Puis c'est beau de les voir grandir, s'épanouir, devenir leur propre personne. C'est franchement un autre beau cadeau de la maternité. Absolument. Là, c'est drôle de m'entretenir de préparation à l'accouchement et de ton métier d'accompagnante à la naissance de doula parce que moi, s'il y avait une chose que je redoutais dans toute mon histoire de maman, c'était vraiment l'accouchement. Moi, j'ai eu la chance, ou la réalité d'accoucher au Mexique. Moi, je me souviens d'avoir pensé dans ma tête de me dire, au Mexique, je m'essaye. J'ai demandé à ma gynécologue si elle pouvait m'endormir pendant Ah! l'accouchement parce que moi, je savais que ma grand-mère maternelle avait été endormie à l'époque et voulant rien savoir de ce passage à la vie, j'avais demandé à être endormie. Je me souviens encore, la doctora Judith, elle me regardait en voulant dire non, mais t'étais au Mexique, mais t'es pas en 1950, fille, là, tu sais, on fait plus ça, ça fait longtemps. Fait que bref, je trouve ça vraiment très Une drôle de, chance! oui, une chance, effectivement. Autre chose, par exemple, c'est qu'on a essayé de pousser beaucoup la césarienne planifiée. Moi, si je voulais vraiment, vraiment accoucher naturellement, j'ai toujours pensé que c'était parce que les docteurs pouvaient charger plus cher pour des césariennes, fait qu'au niveau des assurances, je pense que c'était plus avantageux. Bien entendu, gérer leur horaire, hein, de pouvoir planifier une césarienne, tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors. Mais peu importe, j'ai eu la Absolument. chance quand même d'accoucher naturellement mon beau bébé Jacob Olivier. Et là, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est pour ma connaissance personnelle, puis je suis certaine qu'il y en a qui se posent la même question en ce moment. Doula, accompagnante à la naissance et sage-femme. Es-tu capable de nous démystifier ça rapidement? C'est quoi ces trois métiers, professions-là, puis qu'est-ce qu'ils font de différentes les unes des autres?
Ben oui, absolument. Dans le fond, doula et accompagnante à la naissance, c'est la même chose. Donc, Bon, c'est merci. 2 termes pour parler de la même chose. C'est juste que le terme doula est plus inclusif, plus large. Une D'accord. accompagnante à la naissance, on fait souvent plus référence au rôle d'accompagnement pour une femme durant la grossesse en vue de son accouchement, en vue de OK. la naissance de son bébé. Tandis qu'une doula, c'est vraiment le terme qui est plus associé à l'accompagnement en soi, mais on peut être une doula en fertilité, une doula en accompagnement à l'interruption de grossesse, une doula en accompagnement à la mort. Donc, il y a vraiment c'est plus un volet général, dans le fond, c'est beaucoup plus, grand que juste la grossesse et l'accouchement, le terme doula. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, en fait, ce terme-là utilisé et que tranquillement, on utilise moins le nom accompagnante à la naissance. D'ailleurs, l'Association québécoise des accompagnantes à la naissance a changé son nom pour l'Association québécoise des doulas pour être vraiment plus, justement, inclusif de tous nos différents rôles qu'on peut avoir. Fait que Donc, finalement, une doula, c'est d'accompagner les gens dans des périodes de transition, qui pourraient créer un genre de exactement. stress. Exactement. L'accompagnement de la femme dans les transitions de sa vie. Je trouve que c'est la meilleure, définition qu'on peut donner au terme doula. Et la nuance entre une doula et une sage-femme, c'est vraiment qu'on n'a aucun rôle médical. Donc la sage-femme assure le suivi médical dans une approche beaucoup plus, inclusive de la globale, disons, de la personne, de la femme qui est enceinte durant sa grossesse en vue de l'accouchement. Donc, la sage-femme va arriver dans la vie de la femme qui est enceinte au début de sa grossesse pour faire le suivi médical. Donc, soit tu choisis un suivi sage-femme, soit tu choisis un suivi avec un médecin ou un gynécologue. Et OK. c'est selon l'approche que tu souhaites et le lieu de naissance que tu aimerais que tu vas faire le choix de l'une ou l'autre. Donc, Parce une que les sage-femme, sages-femmes ici au Québec, du moins, les sages-femmes travaillent uniquement en maison de naissance. en fait, non. Tu vois, c'est une autre chose qu'on peut démystifier. Les sages-femmes accompagnent pour les accouchements à domicile, en maison de naissance et peuvent accompagner à l'hôpital aussi. C'est vraiment moins courant parce qu'évidemment que les femmes qui choisissent un suivi sage-femme, c'est celles qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup moins, mais c'est une possibilité qui peut être discutée avec la sage-femme. Par contre, lorsque la sage-femme accompagne sa cliente, ou sa patiente à l'hôpital pour l'accouchement, ça reste un accompagnement dans une optique physiologique, donc sans médication, sans, comme si elle était à la maison, par exemple. Donc il y a pas non plus, il y a pas de péridurale ou ces choses-là. Si la femme enceinte souhaite, par exemple, durant son accouchement avec sa sage-femme, avoir recours à la péridurale, la sage-femme devra faire le transfert Au à un personnel médecin. médical. De la même façon que si la femme qui accouche en maison de naissance souhaite avoir la péridurale, est transférée à l'hôpital, bien, le dossier est transféré et la suite de l'accouchement va être pris en charge par l'équipe médicale, dans le fond, sur place, le médecin et les infirmières aussi. Là, je l'avais dit que les questions initiales étaient celles-ci, que j'en aurais d'autres. Donc, voici ma première question qui était pas dans le script initial. Est-ce que la sage-femme peut rester au chevet de sa patiente, de la maman qui est en train d'accoucher? Non. Tu veux dire s'il y a un transfert à Il y a un l'hôpital? transfert exact? Elle peut, mais elle le fera pas parce que son rôle est terminé à ce stade-ci. Donc, c'est là que les doulas ont joué un rôle majeur parce que nous, c'est ça qu'on fait. Nous, on n'a aucun rôle médical. Peu importe l'accouchement se passe où, notre travail, entre guillemets, j'aime pas dire le mot travail, Rôle. mais ça reste un travail, c'est d'accompagner la femme et le couple durant l'accouchement. Donc, peu importe où et comment et combien de temps ça dure, on est avec eux en tout temps, Donc, que ce durant soit toute avec une l'évolution. sage-femme ou en milieu médical, la doula, elle peut être là, peu importe, à la maison, c'est plus tout Exactement. terrain qu'une sage-femme, finalement. Ben, c'est qu'on n'a pas le même chapeau. Tu sais, C'est nous, ça. les doulas, on est vraiment là dans une optique de soutien, de support physique, émotif, mental. Donc, on s'occupe vraiment du bien-être de la femme,
On s'occupe de l'aider à vivre le plus sereinement, le plus positivement possible son expérience de naissance. Si on parle de l'accouchement en soi, on est formé et qualifié, on a l'expérience aussi pour être capable de proposer des alternatives naturelles, par exemple, lorsqu'il y a on est à l'hôpital, ou de conseiller des positions pour aider à l'évolution de rester le plus physiologique possible. On va guider la respiration, on va soutenir, rassurer, encourager. Donc, c'est vraiment dans une optique de relation d'aide qu'une C'est doula ça. est auprès des clients. Il n'y a jamais rien qui est fait d'un point de vue médical. Oui, si on accompagne comme moi à l'hôpital, on a les connaissances et la compréhension des divers protocoles, des diverses interventions. On est capable de donner l'information, valider la compréhension aussi des informations qui ont été données à nos clientes, par exemple, pour s'assurer qu'elles puissent faire un choix qui est éclairé et de donner un consentement avec toutes les informations bien comprises. Mais ce n'est pas notre rôle de dire à nos clientes, par exemple, de faire X ou Y, Ça, c'est décision, vraiment là. dans le plus informatif, là, pour C'est de justement l'éclairer à prendre l'information. la meilleure décision pour elle. Exactement. S'assurer, dans le fond, que peu importe le choix qu'elle va faire, c'est un choix qui est pris en toute connaissance de cause, des bénéfices, des inconvénients, des possibilités. Et après ça, nous, on la soutient dans ses choix. Là, je te jure que je suis assise ici en train d'enregistrer un balado avec toi, puis tu me donnes quasiment le goût de réaccoucher à nouveau, tellement je me sentirais Yay! confiante et à l'aise pour vrai. Puis le père de mon garçon s'en serait, ben là, on n'est plus ensemble, mais à l'époque, aurait voulu peut-être que j'ai quelqu'un d'autre à qui ventiler mes émotions pendant les contractions, parce que j'ai eu un moment quand même assez douloureux, parce que la péridurale que j'aurais donc voulu avoir dès le départ n'est jamais arrivée. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça m'amène une autre question. Moi, j'ai accouché en 2010. Bon, tu me diras que j'étais au Mexique, bien entendu. Mais pourquoi, moi, en 2010, on ne parlait pas de ça, des doulas, des accompagnantes à la naissance. C'était quelque chose qui, bon, j'imagine, existe depuis, j'ai goût de dire des milliers d'années, là, tu sais, genre des femmes qui se tiennent la main en train d'accoucher, c'est pas nous autres qui avons inventé ça dans notre société moderne. Mais pourquoi cette popularité, peut-être mot mal choisi, mais ce besoin grandissant-là pour être accompagné, pour accoucher? Je te rassure, j'ai accouché de ma fille en 2017 et je ne connaissais pas non plus les doulas. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de popularité grandissante depuis les dernières années. Hem Pour faire un peu d'histoire, mais de façon très concise, oui, les femmes se font accompagner par d'autres femmes depuis que le monde est monde. Je veux dire, on n'a pas réinventé la roue là, en apparaissant, nous, sous le titre de doula ou pour les sages-femmes. C'est vraiment un espèce de retour justement aux sources, aux bases, que en tant que femme, on a besoin d'être vue et soutenue et par d'autres femmes qui sont passées par là, qui ont des connaissances, de l'expérience et une rassurance aussi que ça va aller, tu sais. Exact. Il y a un externe On a peut-être ce aussi. besoin-là, dans un moment de si grande vulnérabilité, de se sentir vue et entendue par d'autres personnes qui ont déjà pris ce chemin-là. Donc, pour revenir à maintenant, mais je pense que dans un contexte où, surtout depuis la pandémie, où il y a eu, d'énormes, abus, si je peux dire, mais pas forcément intentionnels, mais dans la société, il y a tu sais, par tout ce qui est arrivé, il y a eu d'énormes, changements déjà dans une je dirais une socialisation, médicalisation des accouchements qui l'était déjà avant, mais surtout avec la pandémie, ça a été encore pire Ouais. et il y a des choses qui sont restées malgré tout depuis, même si maintenant ça va. Donc je pense que ça a été comme une espèce de coup de grâce à OK, j'ai vraiment encore plus besoin que jamais d'être, soutenue moralement, émotivement parce que les femmes ont de plus en plus peur en fait d'accoucher. Elles ont de plus en plus de stress et d'inquiétude et d'anxiété face à l'accouchement, mais aussi par rapport en général à leur maternité. Dans les différentes, responsabilités que la maternité amène même après. Donc, tu sais, que ce soit bon, là, ça a plus rapport avec la pandémie, mais dans le sens où, oui, il y a la médicalisation des suivis de grossesse, la médicalisation, je veux dire la peut-être médicalisation des suivis de grossesse, des accouchements. Tu sais, on est beaucoup dans à vouloir tout contrôler, tout prévoir. Donc,
ça sème plein de petites graines de peur. Et là, les femmes se mettent à faire de l'anxiété pour des situations qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas, tu sais. Fait que là, Mais il quand faut tu comme connais pas la prévalence de quelque chose aussi, tu as comme l'impression que ça arrive à tout le monde, alors que ça arrive peut-être une fois sur 1000. Fait que d'avoir quelqu'un pour te rassurer à ce niveau-là aussi, c'est important. ben oui, tu sais, moi, je donne toujours l'exemple. Je le sais que si je prends mon auto, ça se peut que j'aie un accident. Mais si à chaque fois que j'embarque derrière mon volant, je me dis: «Ouh, aujourd'hui, je vais peut-être avoir un accident», clairement, je vais être plus stressée derrière mon volant et ça se peut que j'aie un accident. Parce que là, j'étais tout d'un coup plus stressée. Ben c'est Mmh. la même chose. Il faut changer notre vision des accouchements puis arrêter de voir l'accouchement comme, passage obligé, épouvantable. Tu sais, ça peut être beau puis ça peut être doux puis, faut changer nos perceptions, tu sais, de cet événement-là puis notre perception des inconforts qu'on ressent puis, être juste mieux préparé, mieux informé et comprendre aussi les contextes dans lesquels on accouche pour être capable de s'outiller pour faire des choix qui nous ressemblent et ne pas, justement, tomber dans l'espèce de perte de contrôle, tu sais. Ben, c'est parce qu'on Donc a la perception très hollywoodienne aussi d'un accouchement, ah là. Tu ben sais, je veux oui, dire, mon Dieu, ça puis mourir, c'était quasiment la même chose. C'est ce qui est représenté dans notre imaginaire, c'est qu'un accouchement ne peut pas se faire sans d'extrême souffrance. Fait que déjà là, en partant, je pense que dans notre imaginaire collectif, c'est quand même marqué. Puis là, ça m'appelle une question. mmh Est-ce que cette anxiété-là est aussi vraie pour un deuxième, troisième, quatrième enfant? Tu sais, est-ce que les mamans ont besoin de ce support-là? Ben, j'imagine que ça dépend d'une maman à l'autre, mais même pour les naissances suivantes? Je dirais qu'une femme qui a goûté au suivi, au soutien d'une doula va toujours faire Ouais, appel à sa doula. Parce tu veux plus que jamais même t'en si on a passer. déjà accouché plusieurs fois, chaque Mais fois, oui, c'est comme la première fois. Parce oui. que c'est une nouvelle histoire, une nouvelle grossesse, un nouveau bébé, un nouveau contexte. Mmh. On a différentes inquiétudes, tu sais, la vulnérabilité va ailleurs, mais on se retrouve tout de même face au même processus. Donc, c'est le soutien qu'on offre à une maman que c'est son premier bébé comme doula et à une maman que c'est son deuxième ou troisième, il est tout aussi important et présent, mais ne va pas forcément aux mêmes endroits, si je peux dire. Il va être différent. Il Mmh va être juste différent. mh. Et j'accompagne aussi beaucoup de femmes que c'est justement leur deuxième ou leur troisième, par exemple, accouchement, qui n'avaient pas eu de doula comme nous, qui Oui. savaient pas que ça existait, ont peut-être, soit entendu parler puis dire: «Oh mon Dieu, mais je veux ça cette fois-ci», ou parce qu'elles ont fait des recherches et que, elles ont peut-être justement un trauma laissé d'une première expérience de grossesse, d'accouchement qui s'est peut-être moins bien passé et elles veulent vivre ça autrement cette fois-ci. Et du fait que justement, ben, on en entend de plus en plus parler des doulas, ben, ça fait que on a de plus en plus de demandes et cette demande fait que, ben, de plus en plus de femmes qui souhaitent offrir leur soutien se lancent dans le métier de doula. Donc, je pense que ça va vraiment dans c'est l'offre et la demande, hein, mais c'est Et vraiment ça. Plus il j'allais y a de citer mon demandes, plus cours il y a de d'économie femmes du qui cégep. mais c'est vraiment ça. Donc, je pense que c'est ce qui explique le fait qu'on en entend, de plus en plus parler. Mais tant mieux pour toutes celles qui ont besoin de se faire rassurer justement dans cette étape-là qui est un peu de l'inconnu, comme tu l'as dit, tu sais, même après plusieurs fois, après plusieurs accouchements, ça reste que c'est différent d'une fois à l'autre. Puis je pense que effectivement, le soutien d'une doula, ça peut faire toute une différence. En tout cas, moi, je pense que ça aurait fait une grande différence dans mon accouchement à la mexicaine. Maintenant, on va se diriger plus au niveau sommeil parce que Julie, je pense que tu le sais, Bédane Urbaine, on se spécialise dans le sommeil des enfants 0-5 ans, mais il y a quelque chose que nous ne faisons pas, et c'est le sommeil de la femme enceinte. J'imagine que toi, en prénatal, bon, ben, tu sais, c'est sûr et certain qu'avec le poids prépondérant au niveau de la bedaine, après ça, les envies de pipi, l'insomnie, Mmh etc. Donc, toi, c'est quoi mettons, on va se dire les deux plus grands défis sommeil que tu vois chez les femmes enceintes? Puis si tu pouvais m'amener la solution avec le défi, je t'avoue que j'aimerais bien ça. Tu veux que je sorte ma baguette magique? Oh, vas-y donc! Bibidi bobbidi boo! Les 2 plus grands défis, en lien avec le sommeil durant la grossesse, c'est les 2 extrêmes. C'est la fatigue, ingérable Oui. du premier trimestre. C'est principalement dû, en fait, à l'augmentation de la progestérone qui va causer une, énorme somnolence aux femmes. C'est souvent d'ailleurs moi, c'est mon cas, à ma deuxième grossesse, j'ai su que j'étais enceinte comme ça. Je me disais: «Mais ça a juste pas de bon sens». Par fatigue.
Je dors 12 heures dans ma nuit, je me réveille fatiguée, puis je m'endors au bureau l'après-midi. Je veux dire, clairement, ça va pas, là. Tu sais, c'est soit je fais de l'anémie, soit je suis enceinte, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est de l'hypersomnie, en fait. Mais OK, fait que oui, Oui, c'est voilà. effectivement l'oubli, ça, être trop fatigué, oui. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est hormonal, hein, les troubles de sommeil durant la grossesse. Donc, le premier trimestre, c'est dû à cette merveilleuse hormone qui fait un pic en début de grossesse et qui vient vraiment, en fait, faire que notre sommeil ne s'interrompt pas. C'est comme si notre corps ne comprend pas que la nuit est terminée, puis que là, on C'est a ça, récupéré. les rythmes éveil-sommeil sont comme mêlés. Ils sont comme uniformes. Il n'y a plus d'homéostasie. C'est ça, exactement. Donc ça, au moins la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Il y a pas Oui, énormément en fait il y a pas vraiment de solution à ça à part, ben, de se reposer, d'adapter notre quotidien, en fonction et puis d'attendre, parce que c'est temporaire. C'est vraiment dans les premières semaines, on voit ce pic-là souvent entre 6 et 10 semaines de grossesse. OK. Donc ça finit par passer et c'est souvent pour ça aussi d'ailleurs que les femmes disent, mon Dieu, deuxième trimestre, regain d'énergie. En fait, c'est pas tant regain d'énergie, c'est L'énergie. stabilisation hormonale et retour au cycle plus normal de sommeil. Mais n'empêche que Deux- c'est là qu'on planifie le shooting photo puis qu'on décore la chambre de bébé. Souvent, c'est au deuxième trimestre. T'es pas trop grosse pour pas t'empêcher de bouger, mais t'as l'énergie pour le faire. Tandis qu'au troisième trimestre, là, c'est une autre histoire. Oui, parce que souvent, la fatigue revient vers le troisième trimestre, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, bon, il y a la fatigue là, au niveau physiologique, physique, tu sais, de soutenir et de créer la vie, mais c'est aussi qu'il y a quand même près de 45% des femmes qui vont souffrir d'insomnie de grossesse. Oui. Et c'est principalement, en fait, le pic se retrouve au troisième trimestre. Et ça, encore une fois, c'est hormonal. C'est principalement l'oestrogène, en fait, qui crée une instabilité au niveau des cycles de sommeil. Bon, on rajoute à ça peut-être la sensibilité au niveau des seins, comme tu nommais, le besoin d'aller faire pipi sans arrêt, l'inconfort aussi physique, de trouver une position confortable, puis là, dès que c'est fait, ben c'est ça. Là, tu dois te lever pour retourner faire pipi, tu retrouves une... Fait que ça, c'est sûr que ça peut aussi jouer sur la qualité du sommeil. Le stress et l'anxiété, évidemment, sont des Faut en facteurs parler, hein. majeurs au niveau du sommeil. Les femmes vont avoir plus de difficultés à s'endormir et là, quand elles se réveillent, ben, elles ont de la difficulté à s'endormir. Donc, ça vient vraiment affecter le cycle du sommeil et leur sentiment de fatigue. Il y a quand même pour cette raison-là quelques petites choses qu'on peut faire. Évidemment, trouver, tu sais, d'avoir un coussin de corps pour trouver une position qui est confortable. Ça, c'est un truc là, pour essayer de bien accompagner notre corps dans le Oui. sommeil. De toute En manière. Exactement. Sinon, c'est d'adapter vraiment, encore une fois, tu sais, notre routine. Donc, je conseille toujours aux femmes, là, vers tu sais, vers la fin de la grossesse, idéalement, il faut commencer à ralentir. Il faut prévoir un congé de commencer le congé, tu sais, de maternité, pas à 39 semaines. Tu sais, il faut se Non, donner c'est une ça. période tampon pour d'un point de vue moral, émotif, mental, de commencer cette transition-là, puis de se préparer pour tu sais, ce qui s'en vient, puis de pouvoir se reposer, pouvoir donner à notre corps ce qu'il a besoin pour être le plus confortable et en forme possible. Et le sommeil, c'est comme l'alimentation, on en a besoin pour vivre. Ça fait partie des besoins de base. Donc, si ta nuit, c'est de la chenoute, ben dors le jour, fais des siestes, repose-toi parce que tu vas trouver ça tough tantôt. Tu peux pas aller courir un marathon épuisé, mais c'est la même chose. Tu sais, tu t'enlignes vers un marathon, tu vas accoucher, tu vas prendre soin d'un bébé, tu vas avoir un corps en récupération physique. Tu peux pas aborder ce qui s'en vient en étant totalement épuisé. Donc, boire beaucoup d'eau, bien s'alimenter, mais aussi, oui, bien dormir, c'est la base, là. Donc, il faut ajuster. Puis, tu sais, après, pour aider, bon, c'est sûr qu'au niveau sommeil, surtout pour l'insomnie du sommeil, si c'est plus hormonal, il y a l'acupuncture qui peut vraiment faire des petits miracles, qui aide énormément au niveau de la stabilisation hormonale, au niveau de diminution du stress, de l'anxiété. Au niveau, tu sais, des hormones aussi qui aident à l'induction du sommeil et tout ça, avoir une meilleure qualité de sommeil. Fait que ça, l'acupuncture, c'est vraiment une belle avenue aussi à considérer pour aider. Il y a aussi le fait qu'on a dans notre société un genre
ben, tu sais, t'es enceinte, c'est pas une maladie. Fait qu'on a tendance peut-être aussi à pas s'écouter en se disant, ben, tu sais, c'est comme naturel de créer la vie. Ouais, mais tu sais, ce qui est naturel peut être quand même un peu difficile pour le corps humain. Puis là, autre chose, ben, Mmh. c'est qu'on a tendance aussi à peut-être internaliser ce stress-là en se disant, ben là, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui passent par l'accouchement. Fait que, tu sais, on se sent peut-être gêné aussi d'avoir une source d'anxiété par rapport à cet événement-là. Puis je pense que c'est important d'en parler à un professionnel ou à ta doula pour trouver ces trucs-là, puis de juste d'en parler, puis d'externaliser justement ce stress-là. Ça peut effectivement venir Mmh. ben, aider au niveau du sommeil. Quand on a moins de stress, ne veut pas, c'est sûr et certain que ça peut quand même favoriser le sommeil. Fait que je pense que c'est important aussi d'en parler si jamais c'était une source de stress qui nous empêchait de dormir, parce que tu l'as dit, hein? Dormir, c'est aussi Mmh. important que manger. Puis ça, j'aime ça quand on dit ça parce que Exactement. on Tu l'as aimé cette sous-estime phrase-là, hein? Tu es on sous-estime l'importance du sommeil, fait que ça me fait du bien de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Puis, ben, c'est sûr et certain qu'au niveau postnatal aussi, tu vois encore des parents, bon, le 0-3 mois, ben, du moins dans la philosophie bédaine urbaine, peut-être que d'autres consultantes ont d'autres approches par rapport au quatrième trimestre, mais moi, je dis tout le temps que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est une paire de bras de rechange, là, parce que, tu sais, je veux dire, un enfant qui va dormir uniquement sur un parent 0-3 mois, c'est possible. Besoin de proximité, de chaleur, de mouvement, etc. N'empêche que ça peut devenir très prenant pour les parents. Donc, en postnatal, toi, plus au niveau parental, c'est quoi les trucs que tu donnes aux parents qui sont épuisés? Ben, de valider cette émotion-là, ce sentiment-là, parce Oui. que c'est tout à fait normal, de un, tu sais, de leur rappeler que oui, c'est normal, c'est c'est comme ça. Tu sais, il y a quand même aussi que je les prépare à ça, mes clientes, là, évidemment, tu sais, c'est pas une surprise quand ils arrivent au quatrième trimestre, tu sais, c'est un sujet que j'aborde quand même, l'importance de bien comprendre les besoins du nouveau-né, les besoins de la nouvelle mère. Comment faciliter justement l'adaptation à cette transition-là, la récupération physique, mais aussi l'adaptation émotive et mentale à prendre soin d'un bébé, le garder en vie, récupérer de notre accouchement, s'adapter à des nouvelles réalités de responsabilité, parentale, se redéfinir à travers tout ça, continuer de gérer la charge mentale et la liste continue. Quatrième Mhm. trimestre, c'est intense. Fait que si tu t'arrives là en pensant que tu t'en vas au pays des merveilles, plein de licornes puis d'arc-en-ciel, tu vas fesser un mur. Fait que déjà, de démystifier ça, je pense que c'est super important parce que ça fait que les parents arrivent avec une compréhension de c'est pas je reviens avec mon bébé à la maison puis la vie continue comme avant, là. Tu sais, Non. il y a des c'est pas on n'est pas juste plus un on est Non, c'est plus ça. un mais on est plus un mais c'est On est dans fois une mille plus nouvelle infini, en fait. dimension. Fait que cette adaptation-là, la nouvelle dimension, bien évidemment que si tu t'en es pas fait parler, ça se peut que ce soit plus dur. Fait qu'en plus de ça, ben là, tu dois t'adapter à un nouveau rythme de sommeil parce que ça, c'est une autre chose. C'est pas à ton bébé à s'adapter à dormir comme toi, c'est à toi à trouver dans la routine de ton bébé les moments où toi, tu vas dormir. Donc, si tu attends que ton bébé dorme pour dormir, ben ça se peut que tu dormes pas. Oui, c'est ça. Parce que ton bébé, il te fera pas un 8 heures, là, un 12 heures sans se réveiller. Et pourtant, Mmh. dans les livres, il y a certains livres qui c'est écrit ça, hein. Fait que donc on a tendance à le croire noir sur blanc parce que, écoute, Fait si que c'est moi, je écrit leur dans dis un livre. souvent: «Ton bébé il dort beaucoup, mais il dort différemment de nous, les adultes. Il va dormir un 20-22 heures sur 24, sauf qu'il va se réveiller entre 1 et 3 heures à peu près, à chaque 1 à 3 heures». Tu sais, on Exact. dit toujours à peu près aux 2 heures, mais ça varie. Fait que tu tu vas dormir ton 10 heures dans ton 24 heures, mais ça va être par cumul de power nap. C'est ça. Fait que si tu attends que ce soit la nuit pour te coucher puis te faire un stretch de 5 heures en disant: «Ça va me suffire», ben tu vas cultiver de la colère, tu vas cultiver du ressentiment puis tu auras pas de plaisir dans ton nouveau rôle parental. Fait que ça, c'est super important d'avoir cette compréhension-là puis d'adapter nos attentes, tu sais? Oui. Fait que Je fais beaucoup, moi, de gestion d'attente de maman qui m'appelle de moi, j'ai mon bébé fait juste des siestes d'1 heure. OK, ben mais c'est oui, déjà beaucoup, tu sais? Fait que oui, effectivement, c'est pour ça que je faisais la blague du fameux livre. Écoute, il y en a plein des livres là, qui avaient des données sommeil, qu'on a essayé de faire des copier-coller sommeil adulte, sommeil bébé pour finalement se rendre compte avec les nouvelles données du développement de l'enfant que c'était peut-être pas la bonne chose à faire que d'essayer de faire dormir un bébé comme un adulte. Fait que, tu sais, moi, je pense que oui, effectivement,
la prévention, c'est drôle parce que dans la philosophie urbaine, on en parle beaucoup de la prévention, de comprendre le sommeil de ton enfant, puis de comprendre les régressions, puis de comprendre les fonctions avant d'avoir les Ah 2 oui, pieds les dans le manque régressions, de sommeil. parlons-en, parce que ça aussi, là, le sommeil, c'est jamais acquis, là. Non. Hein? Jusqu'à 5 ans à peu près, là, c'est on and off. Fait que, tu sais, si tu te dis à 2 mois: «Oh my God, ça y est, mon bébé dort des stretches de 6 heures, je revis enfin», ben profites-en parce que ça veut pas dire que là, parce que ton bébé fait des 6 heures des stretches de 6 heures la nuit, que ça va être comme ça dans un mois puis ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, puis là, tu vas revivre encore les mêmes émotions de «Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe?» Puis là, tu vas analyser qu'est-ce que j'ai fait de différent. «Ah, j'ai pas lavé la doudou avec le même savon, ça doit être l'odeur de cette nouvelle doudou-là qui marche pas», Les puis «Ah, fameuses j'ai pas mis la superstitions. veilleuse au même endroit», puis non, ça a pas rapport, là. C'est juste qu'on Mmh. est des mammifères, puis qu'on est avec le cerveau le plus immature sur la planète, puis que notre cerveau, le sommeil, ça part de notre cerveau. Fait que tant que notre cerveau il est pas mature pour être capable de gérer des cycles de sommeil de façon stable et tu sais, à long terme, ben notre enfant, il a besoin de nous pour s'accompagner dans ça, tu sais. Puis c'est pour diverses raisons. Au début, c'est les besoins de base. Après ça, c'est les besoins plus bon, c'est des besoins de base aussi, le volet plus affectif, mais reste que, tu sais, Mais oui, je veux on dire, se mon comprend. enfant, il a 4 ans, il fait pas plus ses nuits, là. Il se réveille encore 1 à 2 fois par nuit pour avoir et là, tu vas rire, Marie-Pierre. Mon fils se réveille: «Maman, je veux un câlin!» Oui, le câlin Il a dure juste 3 secondes et il l'âge se maintenant rendort. d'être capable de le nommer. Oui. Mais je veux dire, c'est mon bébé câlin. Mon fils, il a jamais fait des longs stretches, tu sais, il a jamais fait des nuits, puis de se dire d'essayer de chercher des solutions, ben c'est de se je trouve Ben, que la ça solution est dans le crée en câlin, en fait fait. des tu sais, on en veut, là, moi aussi, là, des fois, j'étais écœurée de me lever 50 000 fois par nuit pour faire des câlins, là. On s'entend à un moment donné, on en fait le jour en masse des câlins, mais ça En plus, reste que c'est ça notre rôle de parent. mmh. Il y a un Oui, c'est ça, besoin oui, ça de fait juste partie, on est parents la nuit valider. comme le jour, hein. Ben oui, notre chapeau de parent, il se met pas à off, là, la nuit. Puis nos on fait des bébés pour qu'ils deviennent des enfants, puis éventuellement des adultes, puis, Exactement. ben, ils ont tous des des besoins différents. Ma fille, à 8 mois, elle me faisait des 12 heures, puis en ce moment, elle qui va avoir 7 ans, elle a bien plus besoin encore de sa sieste l'après-midi que mon fils, là. Mmh. Tu sais, elle va Mais à puis on l'école, elle oublie en fait aussi pas, mais la que fin de semaine, si elle passe sa sieste, là, pas facile. Alors que mmh, mon gars, il pourrait ne pas en faire du tout, puis leurs besoins en sommeil sont différents, leurs personnalités sont différentes, puis il faut juste accepter que, ben, c'est comme ça, tu sais, on peut pas les changer, il y a pas de truc on miracle. veut pas les changer non Ben plus. non! Tu sais, j'apprécie quand il dort toute sa nuit puis qu'il Oui, arrive c'est sans faire des câlins le matin, là, ça mais je les veux rend juste dire, plus uniques ces nuits-là. c'est Ça ça, crée un effet ils de ont surprise des quand ça arrive. câlins, tu sais. Mais ça, pour revenir à ta question, c'est que, c'est ça, je pense que par rapport au 0-3 mois, mais tu sais, on va se le dire, le 0-1 an, là, parce qu'il y a tellement Oui. de variations puis de régression et tout ça, tu sais, de soit les poussées de croissance, les poussées dentaires, l'intégration à la garderie, là, tout ça, ça vient, pour ne pas dire le mot en F, là, mais Oui. comment Tu on aurais le dirait droit, ça c'est un poliment? Ça podcast pour vient, adultes. affecter le sommeil. Ouais. Mais non, mais Fait souvent que le 0 à 1 an, là, quand ça va bien, c'est pas le moment où tu dis: «Let's go, on en fait un deuxième puis on rénove la cuisine». Attends un peu parce mais là, qu'on te le souhaite que ça continue de bien aller, là, mais d'un coup qu'il y aurait une petite régression ici et là, mais pour en toutes fait, les oui, raisons fais que tu as un données. autre enfant si tes attentes sont conscientes, tu sais? Aussi. Je pense que c'est toujours pour revenir à ça, c'est une question d'adapter nos attentes, puis d'avoir une bonne compréhension des besoins, puis que c'est quoi notre rôle, puis c'est quoi, tu sais, c'est où. Après, bon, ben oui, il y a des petits trucs qu'on peut mettre en place, tu sais, le soutien, justement, un bébé qui dort que sur papa, maman, ben clairement, tu sais, si mamie peut venir là dans l'après-midi bercer bébé pour qu'il fasse un sketch de 3 heures, pour que tu fasses une longue sieste, ben let's go! Il y en a des outils, il y en a des trucs. Mais je veux dire, le truc, c'est pas de trouver que c'est quoi la solution pour que ton enfant ne dorme pas sur toi. Non, c'est ça. C'est Il de a trouver besoin des de ça. solutions pour qu'ils dorment sur d'autres personnes finalement, c'est ça. Ben C'est oui, d'accepter ça. pour ce besoin-là, tu sais, il y en a que Mmh. c'est ça. D'autres, bon, ben, tu sais, après ça, il y en a des bébés, c'est le reflux, c'est ci, c'est ça, mais reste dans l'ensemble, ça reste qu'un bébé a besoin de proximité, a besoin de chaleur, a besoin de mouvement.
quand tu offres cet environnement-là à ton bébé, ben, tu lui permets de se sentir plus sécurisé, donc d'avoir que ce soit plus favorable à un une un sommeil plus prolongé, si je peux dire, tu sais? Fait que quand on comprend ça, ben, c'est pas de chercher «Il est brisé où mon bébé?» mais c'est comment je peux favoriser ces choses-là pour l'aider dans son sommeil, pour m'aider moi dans mon sommeil, tu sais? C'est ça, c'est de voir le revers de la médaille, c'est de voir l'histoire Mmh. à l'envers. Exact. Effectivement, c'est très Fait que bien c'est beaucoup dans expliqué. la préparation. Encore une fois, c'est de changer nos perceptions puis d'être informés, tu sais? On en vient toujours à ça, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que dans ton idée de prévention, de prévenir, de comprendre, j'aime pas l'expression, mais de mettre en garde, entre guillemets, tu sais, mais déjà d'informer les parents qu'effectivement, c'est pas un continuum doux et tranquille, que c'est plus un format de montagne russe. Je trouve que ça aide déjà beaucoup les parents à accepter, puis arrêter de se culpabiliser de, Mmh. comme tu l'as dit, j'ai changé mon détergent, on n'aurait pas dû aller au chalet dans la fin de semaine, Oui, c'est ça. etc. Puis ça m'amène l'autre question qui est un peu un mythe que j'aimerais voir avec toi. Est-ce vrai qu'un bébé, est-ce qu'il peut y avoir une différence? Et là, ce n'est pas le but de partir un débat sur l'allaitement et les biberons, là, c'est juste de démystifier une information qui circule. Donc, je vous en supplie, soyez indulgents dans vos commentaires. Sous le balado, est-ce que ça pourrait être vrai qu'un bébé au biberon versus un bébé allaité aurait un sommeil différemment? Prenons un enfant au même tempérament, aux mêmes âges, bien entendu, là, mais est-ce que la façon dont on nourrit l'enfant peut affecter ou améliorer son sommeil, selon toi? Oh la question! Je m'excuse, mais c'est la dernière, c'est la dernière. Correct, c'est correct. Mais non, mais c'est important de le nommer parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça: «Mais oui, mais donne un biberon à ton bébé, il va dormir plus longtemps». Tu sais, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on entend régulièrement, là, donc je pense que c'est bien que tu poses la question pour qu'on puisse démystifier un peu ça. Hem, un bébé, peu importe la façon dont il est nourri, s'il est nourri en respectant ses besoins et son niveau de satiété, ça fera pas la différence. Qu'il ait un sein ou un biberon dans la bouche, son rythme de sommeil ne va pas être affecté. Ce qui affecte le sommeil, c'est lorsque de la même façon que nous, là, tu sais, on le sait qu'un bébé qui est allaité au sein va téter, va travailler pour le lait, donc il est plus à l'écoute inconsciemment de ses besoins et va cesser de téter lorsqu'il ne sent plus le besoin de la faim ou le besoin de téter et là, tombe dans son espèce de petit tétouillage de tu sais, Inconfort. réconfort, mais ce n'est plus une tétée productive, nutritive. On est dans on continue d'allaitement, mais pour combler un autre besoin. Exact. Un bébé qui est nourri au biberon, peu importe le lait qu'il y a dans le biberon, que ce soit maternelle ou de la formule, ça reste que le biberon coule plus vite. Donc, un bébé qui va prendre le biberon et qui va avaler goulûment là, des grosses gorgées, beaucoup, 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 va probablement ingérer plus de lait qu'un bébé qui est allaité au sein. Et donc, de la même façon, comme j'allais dire, que nous, quand on mange un repas, notre petit lunch, notre petite chose, ou qu'on sait très bien que c'était un festin et qu'on a mangé beaucoup plus que notre appétit, bien, qu'est-ce qui se passe après? On a un coup de On est barre, on est étonnés. fatigué, on est gavé et là, on veut juste dormir et tu sais, ben, c'est le même principe. Le bébé qui va ingérer plus de lait qui en avait besoin, il va avoir besoin d'un peu plus de temps pour le digérer. Donc oui, il va peut-être faire un plus long stretch, mais c'est pas une question du biberon, c'est la question de il a pris plus que son besoin, tu sais? Puis à l'inverse, j'ai goût de dire, si un bébé est, j'aime pas le mot, mais je le prends là, trop gavé, pourrait avoir du reflux, pourrait avoir des tu sais, je veux dire, à un moment Ben, les donné, il y coliques, a va une avoir des limite. régurgies parce que clairement, à un moment donné, il y a un trop plein. Son corps, il fait comme: «Hey, C'est ça. wow, tu m'en as donné ben trop», régurgie. Donc, mais tu sais, pour revenir à la question, pour la nuance, en fait, c'est vraiment à ce niveau-là, la différence parce qu'il y a possibilité de nourrir un bébé au biberon en gardant le même principe que l'allaitement à la demande, c'est-à-dire qu'en donnant un biberon à la demande. Donc, ce n'est pas sur un horaire fixe, mais bien OK. au signe d'éveil de l'enfant, en le plaçant d'une manière où ce que le débit est moins fort et que le bébé va quand même aller chercher, devoir travailler un petit peu, bon, plus facilement quand même parce que le lait coule plus vite à la tétine, mais tu sais, de placer le biberon, tu sais, dans un angle où ce que le bébé doit faire un peu plus d'effort et que là, le débit coule un peu moins vite, donc il va avoir plus de temps pour
sais, se rendre compte que là, oh, il y en a beaucoup que j'en ai pris assez et arrêter. Donc l'enfant est quand même encore une fois, inconsciemment, c'est des systèmes, là, tu sais, Oui. qui de faire: «Oh, ça y est, c'est assez pour moi» et d'arrêter de téter le biberon de la même façon qu'il se serait de téter le sein, par exemple. Donc, tu sais, il y a moyen de donner un biberon en étant à l'écoute des besoins puis en ne «gavant pas» entre guillemets le bébé. Donc dans ce contexte-là, non, ça n'affecte il y a pas de différence entre le sein ou le biberon si c'est fait de cette façon-là. Oui, un bébé qui va être gavé va dormir plus longtemps parce qu'il a besoin de plus de temps pour digérer et on sait qu'en plus la formule, c'est, un peu plus long, un peu plus difficile à digérer que le lait maternel. Le lait maternel, tu sais, on transmet entre autres nos enzymes digestives, donc c'est un lait qui est très rapidement digesti tu sais, qui se digère plus facilement, plus rapidement. Donc ça peut être ces facteurs-là qui peuvent jouer, là. Mais de toute façon, même un bébé qu'on aurait donné une quantité plus grande que ce qu'il aurait besoin au biberon, s'il a besoin de réconfort, qu'il soit entièrement nourri ou pas, on va avoir besoin d'intervenir de toute façon. Fait que de ce que je comprends, c'est vraiment plus une question de Ben, c'est qu'en quantité de fait, lait que souvent, de matière. les bébés qui sont allaités au biberon vont aller chercher le besoin, tu sais, comme de tétouillage, si je peux dire, avec la suce. Ouais, c'est Le ça. besoin de Ah, téter pour le réconfort va souvent être comblé par la suce, par la tu sais. source. Je Donc, comprends. ce qui est un peu le principe de la suce, on s'entend, là, Oui, on peut pas téter indéfiniment un biberon à un moment donné. Fait que la suce est là pour combler ce besoin du réflexe de succion qui vient apaiser le système nerveux, calmer le bébé. Fait exact. qu'il vient compenser ça parce qu'au sein, ben, le bébé, il y a possibilité de donner la suce aussi, là, mais je veux dire, au sein, ce besoin-là est comblé aussi par le sein, tu sais, Effectivement. en fin de Et là, tétée. on me glisse à l'oreille qu'on va peut-être avoir besoin d'un reel sur la position exacte de comment nourrir un biberon pour ouais, ça, on me dit on va attendre ça sur le compte Instagram de Julie la doula. Et là, c'est ma dernière question. Comment qu'on fait pour te rejoindre, toi, passionnée de la maternité qui nous donne le goût d'accoucher quand on est célibataire et vraiment pas enceinte? Parce que c'est passionnant de t'entendre parler, ma chère Julie. Ah merci, mais c'est vraiment ça ma mission en fait que je suis contente que tu le nommes parce que je souhaite redonner le désir d'accoucher aux femmes et que, tu sais, je dis souvent, tu sais, j'aimerais que les femmes arrêtent d'avoir peur et puis qu'elles recommencent à avoir hâte d'accoucher parce que c'est magique, tu sais, puis au-delà C'est de quand ce même pas une petite moment-là, mission. c'est toute une mission, mais regarde, clairement, ça fonctionne. On a à peine abordé l'accouchement, puis déjà, tu hâte, t'aimerais ça le revivre. Donc, je Effectivement. crois en ma mission, je crois en ma Mais mission. oui, puis il y a pas une meilleure porte-étendard de cette émission-là que toi, ma chère Julie, je pense. Fait que, ben, on peut me retrouver justement sur mon compte Instagram, doula.julieamic. Sinon, ben, mon site web aussi, doulajulieamic.com. Aussi simple que ça. Et une question, encore une fois très personnelle, la liste d'attente pour avoir, accès à tes services, ça peut ressembler à quoi? Ah, ben, j'ai pas de liste d'attente, Ah, OK. dans le sens où, tu sais, c'est sûr que mes disponibilités pour des accompagnements avec présence à l'accouchement sont limitées. C'est Donc, ça. c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, je ne peux pas être en accouchement en permanence, tu sais, tout le temps, Non, tout tu as le une temps, vie tout de le temps. famille, tu as une vie personnelle, on Puis comprend c'est quand même ça. quelque chose qui est très prenant. Donc pour OK, cette année-ci, mes disponibilités sont comblées. OK. Mes prochaines places vont aller en octobre de 2024 pour les accompagnements, je répète, avec présence à l'accouchement parce que Oui, sinon, je fais de l'accompagnement sans présence à l'accouchement. Donc de la préconception au postnatal, accompagnement durant la grossesse, préparation à la naissance, soutien à l'allaitement, préparation et soutien à l'allaitement, en fait, soutien au postnatal. C'est tous des services que j'offre soit en présentiel ou à distance, tout dépendant là, de la situation. Et puis, j'ai aussi mon accompagnement virtuel maintenant, donc pour rendre ça encore plus accessible à un plus grand nombre de femmes, que je ne peux pas me dédoubler. on aimerait J'ai trop créé ça, on aimerait trop ben, ça. c'est ça, ça me prendrait quelques clones, mais donc j'ai créé l'accompagnement Hey Mama, qui est un accompagnement virtuel de façon autonome. Les femmes, les couples peuvent s'abonner à la plateforme et avoir accès à un ensemble d'informations sous format, de petites capsules préenregistrées, mais aussi en lecture, en référence, j'y mets des balados justement, des lectures, des liens vers différentes ressources pour,
les guider, les répondre à leurs questions, les préparer, mais au-delà, tu sais, c'est plus que des cours prénataux. Ça va au-delà de oui, il y a le contenu de cours prénataux standard, de bon, l'évolution du travail, les interventions, et cetera, mais on est vraiment aussi dans une approche doula, donc une approche mindset, reprise de confiance en soi, déconstruire les peurs. Et chaque mois, pour les personnes qui sont abonnées, je fais un direct, donc un petit webinaire exclusif pour les personnes qui sont abonnées et j'aborde un des sujets selon mon inspiration où je vais vraiment aller un peu plus en détail. Donc, par exemple, le mois dernier, j'ai abordé le stripping et les inductions. Donc, tu sais, OK. l'information de base est sur la plateforme, mais là, on est vraiment allé dans les mises en situation, puis donner des exemples de situations possibles, comment qu'on pourrait réagir, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Donc, on va un peu plus loin et ça permet aussi aux femmes de me poser leurs questions en direct sur ce sujet-là ou n'importe quel autre sujet. Donc, c'est le moment de connecter. Tu sais, elles ont comme leur petit moment avec moi à ce moment-là et ça permet de faire bénéficier à toutes les personnes en ligne et par la suite en rediffusion à ces questions-là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est disponible aussi. C'est sur mon site web dans la section « Hey maman », vous pouvez aller voir les informations. Alors, je suis certaine qu'il y a plusieurs top moms qui sauront trouver le chemin vers tes services parce que, en tout cas, moi, si j'étais vous, je ne réaccoucherais plus jamais avec ma doula à mes côtés. Merci beaucoup, Julie. Ce fut un entretien merveilleux. Tu as nommé plein de sujets que tu abordes dans ton métier. Et puis, ça me sonne ça me tend des perches pour un prochain balado avec toi, si le cœur t'en dit. Je te souhaite une belle fin de journée, puis merci encore beaucoup de ta présence. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt! Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.